Bonjour, je suis Boris Chaboton, je suis chargé d'études à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et rattaché à la chaire IG, chaire de prévention des cancers. Je vous propose de nous intéresser pour les prochaines minutes à l'alcool et au tabac intégrés au sein des médias favoris des adolescents. Pour ce faire, nous allons reprendre brièvement quelques éléments définitionnels nous permettant d'être au même diapason sur quoi nous allons parler. Je vous proposerai ensuite de faire un tour rapide des liens existants entre médias et comportement pour enfin vous présenter un cas un peu plus pratique avec l'exemple du projet Image qui s'est rapporté à l'influence des clips vidéo et des séries télévisées sur les comportements des adolescents. Alors, très brièvement, pour les personnes qui n'auraient pas pu assister aux présentations du matin ou voir des vidéos à la demande associées aux présentations du matin du symposium Le marketing social appliqué à la santé, qu'est-ce que le marketing social? Donc, le marketing social est défini comme une démarche consistant à utiliser et intégrer les techniques du marketing commercial à d'autres approches, dans l'objectif d'encourager les comportements favorables au bien-être et ou à la santé d'individus, de communautés, pour le bien commun. Ceci est par exemple le cas des campagnes du Moi sans tabac qui souhaitent non seulement communiquer sur l'intérêt et les bénéfices de l'arrêt du tabac, mais qui proposent également différentes formes d'accompagnement et de stratégies pour y parvenir. Une autre démarche associée au marketing social est celle du marketing social critique, qui consiste à étudier l'impact de stratégies marketing commerciales sur la société, les représentations et les comportements des individus. Le marketing social critique met en exergue un socle de preuves permettant de défendre, informer et alimenter les réglementations et les stratégies publiques, mais permet également de proposer le développement de stratégies d'intervention pouvant contrer les effets commerciaux des firmes. Dans ce cas de figure, nous sommes plus dans une démarche de recherche et de mise en avant de preuves, dans une certaine forme d'activité en arrière-plan, plutôt que dans l'élaboration d'une campagne de communication proposée directement au public. À ce titre d'exemple, c'est par ce biais-là que nous avons aujourd'hui des paquets de cigarettes neutres vert kaki et non pas rose fluo à paillettes. Mais je m'attarde pas plus sur ces exemples qui ont été parfaitement présentés dans les présentations justement du matin de cette journée marketing social appliquée à la santé. Donc si on se reconcentre sur l'objet de notre présentation, il convient d'être clair sur ce que nous entendons par médias. Et c'est tout simplement, et de manière très générale, tout ce qui est objet de communication. Objet permettant de transmettre un message, une information, d'un émetteur à un récepteur, d'un point A à un point B, et inversement. Parmi les médias les plus connus, les plus utilisés et les plus étudiés, nous allons retrouver tout ce qui est presse, dans les journaux, magazines, etc., la radio, la télévision, différents types de supports d'affichage, ou encore Internet, par exemple. Et chacun de ces médias va donc permettre de diffuser de l'information auprès d'un public cible, mais également va permettre à la population d'avoir accès à ces informations diffusées à travers donc différents médias. Cette possibilité d'accès à l'information est source de savoir pour qui veut s'en accaparer, mais également source d'influence pour qui sait la maîtriser. Et c'est bien ici que réside l'un des problèmes associés aux médias, la facilité par laquelle nous pouvons être influencés par son contenu, qui est en majorité informatif, divertissant ou promotionnel. Si nous nous attardons quelques instants sur le côté message promotionnel, il est intéressant de noter que les chiffres ne sont pas très clairs lorsque nous nous aventurons à calculer le nombre moyen de publicités auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Tout dépend en effet de ce que nous entendons par exposition publicitaire. Certains chiffres vont prendre en compte les médias traditionnels, télévision, presse, radio, comme nous en avons parlé, qu'ils soient sous leur forme originelle ou transposés sur Internet avec une estimation de 362 expositions quotidiennes. D'autres chiffres vont prendre en compte toutes les formes de médias, au sens large du terme, avec différentes modalités de présentation de publicité, pouvant aller de 4 000 à 10 000 expositions quotidiennes.
Et d'autres encore vont intégrer tous les stimuli commerciaux auxquels nous pouvons être confrontés, pouvant porter ce nombre à 15 000 expositions quotidiennes. Ceci peut se faire par exemple via des produits exposés en vitrine de magasins, les marques, logos ou éléments distinctifs de vêtements ou objets portés et utilisés par nos proches. Tout autant de détails auxquels nous ne portons plus attention. À titre d'exemple, j'ai pris hier en photo mon bureau. Rien qu'en étant au travail, face à mon écran, je suis exposé involontairement à plus de 8 stimuli promotionnels. Il est alors facile d'imaginer que le nombre de messages promotionnels cachés que nous pouvons ingérer inconsciemment dans notre quotidien. Ainsi, vous pouvez constater que nous pouvons aller loin dans la promotion d'un produit, d'une marque, mais également dans la promotion d'un comportement ou d'une attitude envers le produit utilisé. Car, ne l'oublions pas, les médias transmettent des informations au sens large. Si nous nous concentrons sur des médias de divertissement tels que les séries télévisées ou les clips vidéo, par exemple, nous allons voir qu'ils sont porteurs de différents messages et que ceux-ci peuvent avoir un impact sur la santé. De nombreuses études ont démontré, en particulier un lien entre exposition aux messages associés à l'alcool et au tabac et comportement associés à ces produits. Ceci est particulièrement observable en ce qui concerne les médias de divertissement dans lesquels les spectateurs vont s'immerger. Différentes théories ont en effet été développées afin d'expliquer cette association entre exposition à un contenu et consommation du produit, reproduction du comportement développé et associé à un produit. Parmi elles, nous pouvons retrouver par exemple la théorie du transport narratif, expliquée par la capacité et le degré d'un individu à s'immerger dans une histoire et s'imaginer dans une situation présentée. La théorie de l'apprentissage social, qui repose sur l'observation et apprentissage des conséquences de ses plans d'action, ainsi que celle réalisée par les autres. Les personnages de fiction et célébrités servent dans ce cas de figure de modèle et d'exemple pour les spectateurs et ou le fan. La théorie de la cultivation, qui considère que c'est une quantité et la répétition de l'information qui va impacter l'intégration de cette information en tant que norme. Plus je vais voir des vidéos avec des gens qui fument, plus je vais vouloir fumer. Ou encore, la théorie du comportement planifié, qui se veut de démontrer qu'un comportement est indirectement influencé par l'attitude envers l'action, les normes et le contrôle comportemental perçu. Je vais fumer si je pense que c'est un comportement qui apporte des bénéfices, si c'est communément admis par la société, les groupes auxquels je m'identifie, et si je pense que je vais pouvoir adopter ce comportement et me l'approprier. En plus de ces théories, d'autres processus psychologiques vont entrer en jeu dans l'interprétation de ces messages et leur possible intégration, leur possible appropriation par le spectateur. Nous retrouvons ainsi plus communément l'identification, qui est le degré à partir duquel on se reconnaît ou projette dans une ou plusieurs facettes des personnages présentés. La désirabilité, qui est le degré à partir duquel on va souhaiter bénéficier des conséquences associées à un comportement, une attitude, une action ou autre, mis en avant à travers le média. Le scepticisme, qui est le degré de réalisme perçu dans le comportement présenté, ou encore, par exemple, la réactance, qui est la tendance à aller dans le sens contraire des recommandations, en particulier lorsque sa liberté est ressentie comme réduite. Afin de contrer ces stratégies d'influence, différentes mesures ont été prises en France, telles que le développement de la loi E20 en 91, évoquée ce matin par Karine Gallo-Pellemont. Cependant, dans le cadre de production de divertissement, il apparaît compliqué de supprimer totalement l'intégration de ces produits alcool et tabac aux œuvres culturelles développées. Nous nous retrouvons en effet confrontés à la liberté d'expression et artistique des auteurs. Il est difficile de faire renoncer un réalisateur à supprimer la consommation de tel ou tel produit par ses personnages, s'il estime que cela participe à l'histoire, au caractère de son personnage ou autre. D'autant plus lorsqu'on sait qu'intégrer des marques de produits connus augmente le réalisme perçu du spectateur pour l'œuvre visionnée.
Et à moins qu'un intérêt financier n'ait été contacté entre le réalisateur et les marques de produits visibles dans les œuvres, et que ce partenariat n'ait été déclaré, nous ne pouvons pas prétendre à un placement de produits intentionnel. À cela s'ajoute la circulation des produits et l'accès aux différentes œuvres. Comment contraindre des produits réalisés dans d'autres pays à appliquer une loi spécifique à un pays en particulier? Nous nous retrouvons donc ainsi avec des œuvres cinématographiques ou musicales accessibles au plus grand nombre et pouvant potentiellement influencer la population à adopter des comportements à risque pour leur santé. Dans ce contexte, nous avons développé le projet Images, impact des images médiatisées de l'alcool et du tabac auprès des jeunes, qui commence à dater, mais qui fait tellement sens au regard des nouveaux divertissements qui sont produits aujourd'hui. Le projet s'est déroulé en 3 parties. Une première partie a été consacrée à l'analyse des messages alcool et tabac auprès de notre public, intégrée aux séries télévisées et aux clips vidéo. Une deuxième partie a été consacrée au développement d'une enquête auprès de notre public cible, ainsi que cette enquête nous a permis de mesurer auprès de notre public cible, dans une troisième partie, les effets de 2 expérimentations testant des messages de prévention développés sur le principe du marketing social. Nous avons donc analysé les clips vidéo les plus regardés par les adolescents, ainsi que les séries les plus populaires, et révélé que sur 50 clips vidéo analysés, 60% présentaient des messages alcool, 25% présentaient des messages tabac et 18% présentaient les 2 types de produits dans un même clip vidéo. Au niveau des séries télévisées, nous avons analysé 180 épisodes qui, dans 88% des cas, présentaient des messages alcool, 49% des cas présentaient des messages tabac et 48% des cas présentaient les 2 types de produits dans un même épisode. Et majoritairement, ces messages associés aux produits alcool et tabac mettaient en avant une consommation positive des produits avec des personnages désirables dans des contextes de séduction, de pouvoir, de relaxation. Nous sommes par la suite allés interroger plus de 1000 adolescents âgés de 13 à 17 ans, auprès desquels nous avons testé différentes variables, telles que la mesure de leurs croyances quant aux conséquences associées à l'alcool, au tabac, leur degré de connexion au personnage artistique, etc. Nous avons pu observer que les adolescents consommaient près de 20 heures de clips vidéo par semaine, mais que la quantité de clips vidéo consommés n'intervenait pas dans les croyances développées quant aux conséquences positives ou négatives associées à la consommation de produits décrites dans les clips vidéo. Une corrélation a cependant été observée entre le degré de connexion que les adolescents ont avec les clips vidéo analysés et leurs croyances quant aux conséquences positives associées à la consommation d'alcool et de tabac. Quant aux conséquences positives. Aucun lien n'a été cependant décelé en ce qui concerne les conséquences négatives, ce qui peut être expliqué par la rareté de telles représentations dans les clips. Nous avons par la suite développé une phase expérimentale où nous avons testé l'effet d'un clip vidéo sur les adolescents. Nous avons donc réparti aléatoirement les adolescents à différentes conditions, à savoir, soit les adolescents étaient exposés à un clip sans présence de produit, soit ils étaient exposés à un clip où des images associées au tabac étaient insérées, soit ils étaient exposés à un clip où des messages associés au tabac étaient insérés, mais avec cette fois-ci, en plus, un message de prévention au début du clip expliquant. Parfois, publicitaires et annonceurs convainquent les artistes et producteurs de musique d'intégrer leurs produits et marques dans leurs clips vidéo parce que pour eux, c'est une façon de faire la promotion de leurs produits. Si tu vois de tels messages dans cette vidéo, souviens-toi qu'ils ne sont pas là pour te divertir, mais pour influencer tes opinions et ton comportement. À la suite du clip vidéo, les adolescents avaient à répondre à un questionnaire qui nous a permis de tester les différences d'impact entre chaque condition. L'étude a ainsi révélé que l'exposition des adolescents à la condition tabac a augmenté de manière générale les croyances positives des adolescents envers le tabac.
Ceci était d'autant plus important suivant le degré de connexion que l'adolescent avait développé avec la vidéo. Plus l'adolescent était connecté au clip, plus ses croyances positives envers le tabac ont augmenté. Concernant la condition dans laquelle nous présentions le message de prévention, nous avons pu également constater que la vidéo n'a produit aucun effet sur les croyances positives envers le tabac des adolescents, qui avaient un faible degré de connexion avec la vidéo. Cependant, pour les adolescents les plus connectés à la vidéo, le message de prévention présenté en amont de la vidéo a au contraire renforcé leurs croyances positives envers le tabac, en comparaison à la condition ne présentant aucun message de prévention. L'expérience prouve donc que même une seule exposition à un vidéoclip contenant des images de tabac peut renforcer les croyances que le tabagisme a des conséquences positives et que le spectateur connecté est particulièrement réceptif à ces messages. Cependant, l'expérience révèle également la difficulté de minimiser l'influence des messages de substances incorporées. Une intervention pré-vidéo alertant les jeunes de la présence de messages de substances dans la vidéo peut réduire avec succès l'impact de l'exposition sur les croyances positives chez les jeunes qui ne sont pas très connectés à la vidéo, mais elle conduit à des résultats mitigés pour les jeunes qui sont très connectés, avec une augmentation des croyances négatives, mais aussi une augmentation des croyances positives envers le produit. Nous avons réalisé une deuxième expérimentation, avec un épisode de série créé spécifiquement pour l'étude, où le personnage principal consomme de l'alcool durant une soirée. Deux conditions d'épisode ont été créées. Une condition où la consommation d'alcool découle sur une fin positive, une condition où la consommation d'alcool découle sur une fin négative. À ces conditions, nous avons ajouté une modalité d'intervention intégrée à la fin des épisodes. Un message de prévention délivré par le personnage principal, un message de prévention délivré par le personnage secondaire et un message de prévention une intervention contrôle où aucun message de prévention n'était délivré. Cette expérimentation nous a permis de montrer qu'encore une fois, une simple exposition à un message positif associé à une substance augmentait les croyances positives associées à la consommation de cette substance. Mais également, ici dans notre cas de figure, que les adolescents reportaient une plus grande intention de boire de manière générale. Nous avons également découvert qu'insérer un message de prévention à la fin de l'épisode n'a pas eu d'effet direct sur l'influence d'un média et les envies de boire des adolescents. C'est-à-dire que les adolescents qui étaient influencés par la fin positive de l'épisode l'étaient autant pour la condition sans message de prévention qu'avec message de prévention, et que les adolescents associés à la fin négative de l'épisode n'avaient pas des représentations plus négatives qu'ils avaient été exposés au message de prévention ou non. De plus, nous avons pu encore une fois souligner que le degré d'identification des adolescents au personnage principal avait accentué l'effet d'exposition. Et là, bien que les messages de prévention n'aient pas atténué en général l'influence du message positif sur les intentions de boire des adolescents, nous avons pu observer que, analysé séparément, le message de prévention porté par le personnage secondaire a supprimé les effets d'influence induits par l'identification au personnage principal ou par l'épisode aux conséquences positives. À travers ce projet de recherche, et comme vous avez pu le voir, nous avons pu constater qu'en effet, le contenu des médias influence en partie nos comportements, d'autant plus lorsque des conséquences positives sont associées à ces comportements. Nous avons pu également voir l'importance de la connexion que le spectateur peut avoir avec les médias dans cette influence, ainsi que l'importance du degré d'identification que le spectateur a avec les personnages développés. D'après nos résultats, il semblerait que développer des messages de prévention associés directement à ces médias d'influence n'ait pas d'effet extraordinaire, voire que cela puisse avoir des effets contre-productifs. Cependant, nos résultats ouvrent sur des possibilités
extrêmement intéressantes, à savoir, pour de futures actions de prévention et de promotion de la santé, plutôt que de proposer des contre-arguments tentant d'annuler les effets induits par les messages, pourquoi ne pas plutôt proposer aux spectateurs un autre regard sur l'histoire? Ceci est d'autant plus important du fait de la multiplication des histoires qui sont partagées à travers d'autres types de médias dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui. Les réseaux sociaux, utilisés par plus d'un adolescent sur deux, difficilement contrôlables via une réglementation nationale et personnalisables au possible en permettant aux utilisateurs de se conforter dans leurs croyances. Mais une prochaine fois, un autre temps et surtout des résultats que nous aurons développés, je l'espère, d'ici là. J'espère qu'à travers cette présentation et ces exemples, vous avez pu voir en quoi le marketing social appliqué aux médias avait un intérêt pour les comportements de santé d'une population et que vous avez pu voir également de quel côté le projet présenté penchait, le marketing social ou celui du marketing social critique. Je vous laisse avec les références à partir desquelles cette présentation a été présentée. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.